Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui ce soir on se retrouve un peu tard, mais pour faire le débrief du Grand Prix E3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course. Si vous avez bien aimé la performance des Français. Et puis, on va commencer tout de suite cette vidéo avec ce Grand Prix E3 qui a été assez linéaire, ce Grand Prix E3. Alors, vous savez, le Grand Prix E3, c'est la première course pour moi. Avant, c'était le Depan Tour. Mais c'est la première course qui lance la ligne droite finale vers le Tour des Flandres. C'est-à-dire qu'on sait que quand on est au Grand Prix E3, bam, on va enchaîner ensuite avec Gand-Wevelgem. Et puis dimanche d'après, ça sera le Tour des Flandres. Entre-temps, il y aura à travers les Flandres. Et voilà, on est dans la ligne droite finale. On est dans la dernière semaine. C'est maintenant où voilà, ça va tabasser sévère dans les monts flandriens. Et où, si vous n'êtes pas en forme, c'est un peu trop tard. Vous n'allez pas retrouver de la forme d'ici là. Course qui s'est lancée très tôt, à 80 km de l'arrivée, avec notamment les Jumbo qui ont lancé la course très vite. Et puis après, les Jumbo à 80 bornes dans le Tyenberg. Et puis derrière, les deux derniers Jumbo qui étaient Laporte et Van Aert qui sortent à 42 km de l'arrivée. Et puis, démonstration totale du côté de la Jumbo-Visma. On aurait peut-être aimé un sprint. Bon, on a eu un sprint à la Mapette des grandes années sur Paris-Roubaix. Et donc, victoire de Van Aert devant Laporte. L'insituation inverse. On a de Paris-Nice, c'était assez similaire à Paris-Nice. La domination de la Jumbo était assez similaire à cette première étape. Avec un vainqueur, un podium, on va dire, un petit peu inversé entre Van Aert et Laporte. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence... alors, on parlera de Laporte avec Van Aert. On fera un bloc Jumbo-Visma dans les coureurs au top. Donc, je n'en parle pas là, mais j'en parlerai après derrière de Christophe Laporte. Je commence avec Groupama, avec Kung et Madouas. Madouas, encore une fois impressionnant sur une classique flandrienne, mais c'est pas la première fois pour Madouas. C'est un coureur qui, je trouve, alors, du côté de Groupama, est très peu utilisé sur les classiques flandriennes. Mais moi, les quelques fois où je l'ai vu, parce que je crois que l'année dernière, c'était la Flèche Bosson où il avait pris la 14e place et j'avais été assez surpris. Mais c'est un coureur qui sait passer les pavés parce que Madouas, c'est pas un pur grimpeur. On est sur un coureur déjà qui est assez massif quand même. Pour un grimpeur 71 kg, on est plutôt sur un puncher. Et forcément, il est à l'aise aussi parce que il est breton et qu'en Bretagne, on a les ribines. Et que donc, on sait quand même franchir ce type de difficulté-là. Et je trouve que du côté du coureur français, voilà, on s'en est encore très très bien sorti. Ça serait intéressant quand même de le voir un peu plus leader. Alors j'espère que ça sera le cas sur le Tour des Flandres parce que je pense que c'est un coureur qui a les capacités de bien performer sur le Tour des Flandres. C'est quand même aussi une nouvelle stratégie du côté de la Groupama parce que pendant très longtemps on a fait confiance à Arnaud Démare sur les classiques pavés, ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle. Parce que pour moi, Arnaud Démare, c'est un très bon sprinter, mais on lui faisait confiance sur les classiques pavés parce qu'il avait gagné Milan-San Remo. Bon, entre gagner Milan-San Remo et gagner le Tour des Flandres ou être performant sur Paris-Roubaix, c'est pas la même chose. Pour moi, Arnaud Démare, il n'est pas assez bon puncher pour être performant sur les courses flandriennes. Pour moi, il peut être bon, par contre, c'est sur Paris-Roubaix. Mais souvent il a été assez mal entouré, il faut le dire, du côté de Paris-Roubaix, même si là aujourd'hui du côté de la Groupama c'est costaud, mais du côté de Madouas c'est solide. Madouas sur le Tour des Flandres, c'est un coureur qu'il faudra quand même suivre parce que pour moi il a la capacité de tenir les 250 km et puis on l'avait vu déjà performant aussi au championnat du monde où il avait fait un énorme travail pour Julien Alaphilippe lors des derniers championnats du monde. Voilà, je rappelle qu'il avait aussi fini 13e au dernier championnat du monde, donc c'est un coureur voilà, à qui il faut faire plus confiance sur ce type de course. Voilà, j'espère que Groupama, vous avez compris cette année, faites-lui confiance à Valentin Madouas et peut-être de réfléchir à ce que ça a encore un intérêt pour lui d'aller chercher les classements généraux. Je pense que voilà, c'est peut-être plus forcément sa priorité. Il avait fait un bon Giro une année où je sais plus, il avait fini 16e ou 13e voilà, du Giro 2019. Mais
aujourd'hui, je pense que il a peut-être plus de chances d'être performant sur les classiques, les courses de puncher, les ardennaises et sur les flandriennes. Après, ce n'est que mon avis. Je continue avec Kung, troisième aujourd'hui, meilleur des autres. Kung, comme Madouas, on pourrait dire du côté de Groupama, ils ont quand même senti également la bonne stratégie sortir. C'est-à-dire ils sentent quand du côté de la Jumbo ça accélère, ils se sont fait mal vraiment dans le Tyenberg pour suivre. Bon après dans le Patersberg, très clairement, t'as Guillermeil, il s'accroche, mais quand ça saute, et puis il y a personne qui est en capacité d'aller chercher les deux, la Jumbo. Après derrière ça s'est un petit peu regardé, mais Stephen Kung il attaque au bon moment, et je pense que du côté de la Groupama, on a aussi profité de la supériorité un petit peu numérique qu'on pouvait avoir, ce qui fait qu'on était peut-être que les deux étaient peut-être un peu moins surveillés, qu'on avait moins de facilité à les surveiller vu qu'ils étaient à deux. Et c'est vrai que du côté de Stephen Kung, belle performance du côté du coureur de la Groupama FDJ. Belle troisième place. On continue du côté des plus-moins avec Turgis, que j'ai mis plus-moins à -5, le coureur français. Pourquoi plus-moins Anthony Turgis? Tout simplement parce qu'il rate le coche quand ça accélère, et ce qui fait qu'il a toujours eu le temps de retard. Et je dis toujours, sur les courses pavées, c'est une question de timing. Si vous avez un temps de retard, vous le gardez jusqu'au bout. C'est très très dur de récupérer un mauvais timing. L'un des rares qui avait réussi à faire ça, c'est Van Avermaet sur Paris-Roubaix. Parce que Van Avermaet, l'année où gagne Paris-Roubaix, je rappelle qu'il crève avant le carrefour il change de vélo. Il se retrouve à être en dernière position avant la trouée d'Arenberg. Autant vous dire que là, c'est totalement la déconvenue à ce moment-là. Mais la course avait été aussi assez folle, assez débridée cette année-là. Mais souvent, quand vous avez un temps de retard, c'est mort pour vous, vous le gardez jusqu'au bout. Et ce qui est arrivé un petit peu à Turgis, alors il finit 13e, à 3 minutes 30 avec Tennyson et Google. Mais voilà, il n'a jamais réussi. Il a mis beaucoup d'efforts à revenir sur le groupe de la Jumbo, parce qu'au départ, la Jumbo, ils étaient 8. Puis après, il y en a donc 8 ou 9 qui sont revenus dans un deuxième temps, mais ils ont mis au moins 20 km avant de revenir. Ça a été un gros effort. Et puis, 10 km ou 15 km après être revenu, bam, c'était le Patersberg, et boum, ça a retapé très fort derrière. En sachant que la côte déjà précédente, le secteur pavé avant le Patersberg, ça avait déjà roulé pas mal fort. Il a tenté Turgis, mais ça n'a pas suffi, donc plus-moins pour Anthony Turgis. Ça montre quand même que les jambes sont quand même plutôt pas mauvaises. Mais là, c'était une question de timing. C'est vrai que s'il avait été un peu mieux entouré, on n'a pas trop vu Peter Sagan sur cette course. On a vu quand même pas mal Danielos dans l'échappée qui a tenté de s'accrocher pendant de nombreux kilomètres. Mais Sagan était aux abonnés absents, ce qui pour moi n'est pas vraiment une grande surprise. Je vous en ai déjà parlé quelques fois avant. Quand on ne court pas sur les classiques pendant 2-3 ans quasiment, c'est compliqué d'être performant derrière. Et puis le flop de la journée, c'est AG2R. Inexistant AG2R aujourd'hui, que ça soit Nason. Le premier coureur finit dans le groupe à 6 minutes. Donc voilà, c'est pas une bonne performance. Le premier, c'est Oliver Nessen, 21e, Damien Touzet, 35, Van Avermaet, 42, Jungel, 65, et puis abandon d'Anton Rogel. Mais du côté de l'équipe AG2R, on n'a jamais eu le bon timing. On est passé à côté complètement. Bon, c'est dommage parce que il faisait plutôt un début de campagne intéressant, mais là ils sont retombés dans les travers de l'année dernière, c'est-à-dire pas sentir le coup de Jumbo, ou pas en capacité de suivre la Jumbo à 80 bornes de l'arrivée, et après très vite ils ont vu qu'ils n'allaient pas rentrer, et ensuite il y a une sorte de démotivation qui s'est faite et on finit à 6 minutes. Autant vous dire que course compliquée pour l'équipe AG2R. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec la Jumbo Visma, forcément. Nouveau doublé pour Jumbo Visma avec Van Aert et Laporte. On a vu encore une démonstration du côté de l'équipe néerlandaise. Démonstration à l'avant de la course. Pas grand chose à dire sur l'équipe néerlandaise, à part qu'ils ont été au-dessus. Et qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour les contrer aujourd'hui du côté de la Jumbo. Donc juste chapeau
pour cette équipe. On a vu du grand Tige Benoît, Mike Tennyson également très fort. La seule déconvenue, j'ai envie de dire, du côté de la Jumbo, hein, la seule mauvaise chose pour la Jumbo-Visma, c'est Tosh van der Sande qui a une grosse chute en début de course et qui serait peut-être indisponible pour le Tour des Flandres. Mais sinon, à part ça, ils ont dominé la course, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le premier mouvement à 80 bornes de l'arrivée et il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, pour aller chercher la formation Jumbo. Aujourd'hui, collectivement, c'est la formation la plus forte. C'est la formation qui a le meilleur collectif. Et sur les pavés, avoir un bon collectif, c'est un avantage. Et le recrutement de Christophe Laporte, très bon choix. Et je pense que chez Cofidis, ils doivent se dire, on a dû rater quelque chose quand même chez Christophe Laporte. Et c'est là qu'on voit que parfois, également, le changement de matériel, ça a une importance. Cofidis n'a pas des vélos Cervélo. Et je crois que c'est surtout que c'était Loïc Chetou qui disait qu'ils avaient des boîtiers de pédalier SRAM qui perdaient pas mal de puissance avec ça à une époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas chez Cofidis, mais quand tu vois le niveau de Christophe Laporte, bon, tu te dis que certes, moi j'avais vu des choses quand même l'année dernière, hein, j'avais dit Laporte, on lui donnera les clés du camion, il sera très performant. Mais même par rapport à sa saison l'année dernière chez Cofidis, il est au-dessus. Il est au-dessus totalement. Peut-être également la confiance, peut-être également d'autres méthodes de travail chez Jumbo, mais on peut dire que pour Christophe Laporte, ça lui a réussi. Parce que faire deuxième du GPE3, quand vous regardez quand même son palmarès sur cette année 2022 à Coco, hop là, 22e de Milan-San Remo, premier de la première étape de Paris-Nice, 8e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, en faisant un sacré numéro déjà à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 3e de l'étape numéro 2 du côté de Paris-Nice également. C'est quand même très très bien pour le coureur français. Alors certes, il y a qu'une victoire pour le moment, j'ai envie de dire, mais sur une épreuve World Tour. Donc non, sacrée saison pour le moment de Christophe Laporte, qui va faire bien entendu toutes les classiques belges, avant d'avoir un programme qui pour l'instant est inconnu. Est-ce qu'on le verra sur un grand tour ? Peut-être, mais pas en même temps que Van Aert, ou peut-être en tant que lanceur de Van Aert, ça pourrait être intéressant également, ou en tant que lanceur d'un Olaf Koy également, du côté de chez Jumbo, parce qu'on a quelques bons sprinters. Je continue avec Guilherme. Ce coureur-là m'impressionne. Alors on le savait qu'il savait un peu performer, mais je rappelle que sur le parcours des championnats du monde, c'était junior lui, ou espoir, je ne sais plus. Il y avait quasiment pas de pavé sur son parcours, et là putain, il est phénoménal depuis le début de saison, quoi. Enfin depuis même l'année dernière, parce qu'il avait fait déjà une très grande saison l'année dernière. Voilà, juste impressionnant, avec un niveau de performance dingue. Et oui, c'est la pépite de l'Afrique aujourd'hui. C'est le mec qui peut encore plus donner de l'importance au cyclisme africain. Et on rappelle, 10e de Milan-Torino, 12e de Milan-San Remo, 5e du GPE3, 7e de la Drôme Classique, 6e de la première étape de Paris-Nice, 6e de la deuxième étape de Paris-Nice, 4e de l'étape numéro 6 de Paris-Nice, premier sur le Trofeo Alcudia. Bon, bah là aussi, 21 ans, déjà 6 victoires dans sa carrière. Chapeau monsieur. Alors il sera sur le GP, sur la route Tourangelle, il ne fera pas Gand-Wevelgem. Le Tour des Flandres, c'est toujours pas indiqué. Moi je me dis que le Tour des Flandres, il a quand même un profil où pourrait être intéressant, surtout que autant Christophe on l'a vu sur les sprints, autant Alexander Christophe on ne l'a pas vraiment vu sur les classiques. Et puis je termine avec les coureurs au top, avec Ineos qui place quand même 2 coureurs dans le bon groupe, Narvaez et Van Baarle, qui font 6 et 8. Narvaez, bon, c'était pour éviter de répéter encore Narvaez, mais je vais encore parler de Narvaez, encore très fort sur cette séquence de classiques, là aussi, et c'est important. Et puis là aussi, pour les cyclismes équatoriens, il y a une dynamique qui est en train de se créer qui est très très forte. Ça, il n'y a pas à dire. Et du côté de Van Baarle, ça va de mieux en mieux, Van Baarle. Début de saison un petit peu timide pour le néerlandais, mais ça va de mieux en mieux. La forme
commence à être vraiment pas mal, je trouve. Je trouvais déjà que sur Paris-Nice, ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure de Paris-Nice. Je l'avais trouvé peut-être un peu timide en début de Tour de l'Algarve. Il finissait quand même 10e de cette course, mais j'aurais pu m'attendre un petit peu mieux. Mais là, ouais, il enquille bien en ce moment. On le verra bien entendu GPE3, Gand-Wegelgem. Enfin, là, on l'a vu au GPE3, pardon, il fera Gand-Wegelgem à travers les Flandres. Il y a un titre à défendre. Et puis, le Tour des Flandres et l'Amstel. Mais j'ai l'impression que voilà, il commence à arriver pas mal en forme. Ça va être intéressant là pour cette final season des Flandriennes en Belgique. Avant Paris-Roubaix, bien entendu, mais Paris-Roubaix, je la classe toujours un petit peu à part des Flandriennes. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On va essayer d'aller assez vite pour les bonnets d'âne pour que j'ai pas 10 heures d'upload parce que voilà, j'enquille également avec le Tour de Catalogne. Je commence donc avec la Quick Step. Un coureur dans le top 10 seulement, c'est Casper Asgreen, que j'ai pas trouvé. Alors, il suit au départ la Jumbo, mais je l'ai pas trouvé non plus si incroyable que ça, je trouve, Casper Asgreen. Il prend la 10e place, ok, mais je l'ai pas trouvé si extraordinaire. Donc c'est un peu une question enfin moi que je me pose. Est-ce que il est un peu moins en forme que l'année dernière? Il a aussi parlé en interview. C'était une interview assez intéressante où il disait la Quick Step n'est pas assez forte cette année, n'est plus aussi forte qu'avant, n'a plus une marche sur ses adversaires. Et je suis totalement d'accord avec lui. La grosse déception pour le moment de ces Flandriennes, c'est la Quick Step qui est assez inexistante. On est quand même un peu sur notre fin, quoi, du côté de la Quick Step sur ces courses-là. C'est quand même un peu la grosse déception. 11e place de Jacobsen sur Kuurne. Première place de Jacobsen sur Kuurne, mais qui était quand même sur un sprint, ça s'est joué à pas grand chose, mais je trouve que dans les sections pavées, c'est une équipe qui est décevante depuis le début de saison. On se demande un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas de grands résultats sur les classiques belges, à part cette victoire de Fabio Jacobsen. Et seulement, j'ai envie de dire, 15 victoires. Alors, on a connu cette équipe-là plus prolifique. Ils sont même, je crois, derrière au classement des victoires UAE pour le moment, qui a un meilleur rendement qu'eux. Donc le Wolfpack est un peu moins efficace que les années précédentes. Alors ça veut peut-être dire que le Wolfpack c'est efficace sur les grands tours. Peut-être un peu plus que les années précédentes. C'est peut-être ça la différence. Mais là pour le moment, j'ai pas trouvé le Wolfpack au-dessus du lot et extraordinaire. Je passe, hop là, après le Wolfpack, après tout ça, on continue avec Sébastien Langeveld de coureur de EF. Il correspond assez bien au début de saison de EF, Sébastien Langeveld. C'est mauvais chez EF. EF, je crois que c'est même l'équipe qui pour le moment a pris le moins de points en World Tour. Des équipes World Tour et même derrière Arkea assez largement. Langeveld, c'est dommage parce que c'est un bon coureur, mais qui est vieillissant. Le problème de cette formation EF, c'est qu'on a quand même une formation qui a beaucoup de coureurs qui ont au-delà de 32, 33 ans. Et on sait qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Dans le monde du cyclisme, Langeveld, il a 37. Et je peux vous dire que chez EF, des coureurs qui ont plus, vous avez Langeveld qui a 37, Oran qui a 35, Ovs qui a 34, Kekelereux 33, Tom Scully 32, Chavez 32. Donc vous avez quand même 6 coureurs au-delà de 32 ans. Et Langeveld qui est quand même le plus âgé. Des fois, tu te dis que c'est peut-être le bon moment de prendre sa retraite. Mais le problème, c'est que chez UF, s'il prend sa retraite Langeveld, il y a Kort Nielsen. Mais j'ai envie de dire que sur les classiques pavés, Kort Nielsen, il n'a jamais été très performant. Il a pourtant le profil pour être performant sur cette course-là, mais il n'a jamais été très bon. Valgren, pour moi, Valgren, c'est un bon coureur, mais c'est pas un coureur suffisamment bon pour faire des bons résultats sur les classiques flandriennes majeures. Ça, c'est clair et net. Vandenberg, le néerlandais, il est encore un peu jeune je pense qu'il est aussi peut-être un peu trop massif. Benelli, c'est un coureur qui est intéressant, mais bon, sur les pavés, je suis pas convaincu non plus. Et puis Bissegger,
Bon, Bissegger, on sait qu'il est très fort sur le contre-la-montre. On sait qu'il est capable de faire des longs raids. Bon, de là à gagner une course flandrienne, je pense qu'il y a encore des lacunes sur les pavés pour Bissegger. Donc on se retrouve avec une équipe qui sur les pavés, bah, vous avez Kekeleureux, mais bon, Kekeleureux c'est quand même pas le meilleur coureur du monde. Et après derrière c'est le néant. Et quand tu vois le début de saison de EF, bon, EF c'est pas une équipe, c'est une équipe qui a une petite marge, hein, un peu comme DSM. Mais bon, il faudrait pas faire une mauvaise saison parce que pour le moment il y a environ 1000 points d'écart hein, entre, je dirais, la 12e, 13e place et la 19e. C'est pas grand chose 1000 points hein, sur une année complète. Donc va pas falloir se planter quand même du côté de cette formation. Et puis je termine avec Alpecin. Alors, bon résultat du côté d'Alpecin sur le Trofeo Coppi et Bartali pour Van Der Poel. Mais pourquoi je dis flop? Ça c'est un bon résultat, c'est que Van Der Poel n'était pas présent aujourd'hui. Van Der Poel doit revenir, notamment sur le Tour des Flandres. Le problème c'est l'équipe. L'équipe autour de Van Der Poel. Pourtant, il y a des noms importants. Hein. Je pense à Dries de Bondt, je pense à Sylvain Dillier. Alors, Google a été présent. Mais Dillier et de Bondt, ils finissent à 5,43 et 6 minutes. Ce sont pourtant des coureurs qui font partie hein, de tout le plan, le collectif autour de Mathieu Van Der Poel, donc j'ai peur que ça soit un peu léger autour de Van Der Poel, et je le dis toujours, sur les courses pavées, ils font un gros collectif. Vous voyez la différence entre le Van Aert de 2020, de 2021, et le Van Aert de 2022, c'est la différence, elle se fait là, vraiment. Elle se fait au niveau de la performance, au niveau du collectif. Il n'avait pas Van der Sande, il n'avait pas Benoot, il n'avait pas la porte autour de lui. Ces trois coureurs-là ont changé le collectif de la Jumbo. Donc du côté de cette formation, eh bien, il va falloir peut-être améliorer les choses, ou il faudra que Van Der Poel soit très très fort pour pouvoir se débrouiller seul. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle arrive un peu tard, mais encore une fois, l'upload et tous les problèmes qui vont avec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maille Production. Ciao, ciao!